Donc, le sujet d'aujourd'hui porte sur la protection des données personnelles. C'est un sujet d'actualité et qui touche à la vie de tout le monde sans distinction, depuis la naissance jusqu'au décès. Sur le plan international et particulièrement en France, cette réglementation relative à la protection des données personnelles est apparue vers la fin du XXe siècle et c'était en guise de réponse au développement rapide de l'informatique. Et le but initial de cette protection, c'était de protéger un droit essentiel. Ce droit essentiel est le droit au respect de la vie privée, la garantie des libertés publiques et aussi un concept nouveau qui est la maîtrise de nos données personnelles. Initialement, c'est une réglementation qui est apparue en France en vue de protéger les citoyens de l'abus des personnes, des pouvoirs publics. Mais avec le développement de l'informatique, l'apparition des réseaux sociaux, on a vite compris que des abus pouvaient aussi émaner des personnes privées. C'est un sujet aujourd'hui qui préoccupe la majorité des citoyens. En France, suite à des sondages, on a pu déceler que 4 Français sur 5 avouent être préoccupés par la protection de leurs données personnelles. Donc, cette problématique se pose avec acuité lorsqu'il s'agit de données qui sont mises en ligne. Aujourd'hui, nous avons tous quelqu'un dans notre entourage qui renonce à faire des achats en ligne par peur vis-à-vis de la protection de ses données personnelles. Ces inquiétudes impactent négativement sur l'économie. En effet, les clics, les likes et les cookies que nous laissons sur le net, ce sont des comportements qui se traduisent par une analyse de notre personnalité, par une idée sur nos choix, nos orientations. Les cookies qui sont des traces, que des témoins de connexion, servent à tracer un portrait de nos choix, de nos comportements et de nos personnalités. Et justement, le marketing ciblé repose essentiellement sur l'exploitation de ces données de navigation, pour établir le profil de l'utilisateur et par la suite lui adresser des publicités qui sont adaptées à ses goûts en fonction du profil établi sur cet utilisateur à partir de ces traces de navigation. Et c'est là qu'est intervenue la loi 0908. L'objectif, c'est d'instaurer une confiance numérique sur le marché. Elle s'insère dans une politique reflétant la volonté du législateur justement de construire, d'établir une confiance numérique. D'ailleurs, ce texte n'est pas venu de manière isolée. Il y a eu panoplie de textes qui ont été adoptés sur la même période et qui visent toujours le même objectif, à savoir l'instauration de la confiance politique, de la confiance numérique. Alors, je peux citer 2 textes à titre d'exemple. La loi 0553 sur l'échange électronique des données juridiques et aussi les dispositions du code pénal relatives à l'atteinte des systèmes d'information. Pour appréhender ce sujet, il faut d'abord parler du cadre légal sur lequel se fonde la protection des données personnelles. Donc, nous avons parlé de la loi 0908, qui est relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel. Elle a été publiée au bulletin officiel le 5 mars 2009, mais elle n'est entrée en vigueur, en application, que 2 ans après création de la CNDP, qui est l'organisme chargé de veiller à l'application de cette loi. Il y a aussi le décret d'application de cette loi qui a été publié au bulletin officiel en juin 2009. Il y a les délibérations de la CNDP aussi et le règlement intérieur de la CNDP. L'objectif de cette réglementation marocaine, c'est d'assurer une protection et confidentialité des données personnelles et bien entendu, l'objectif aussi principal, c'est d'instaurer cette confiance numérique. Alors, afin d'appréhender ce sujet, je vais aborder brièvement les enjeux derrière l'adoption pour par la suite présenter de manière brève
les notions clés, les notions juridiques clés de la loi 0908. Alors, sur le plan des enjeux, pourquoi adopter une loi protectrice des données personnelles? Alors, une entreprise aujourd'hui qui ne se conforme pas à la loi 0908 porte atteinte à son image. En effet, pas se conformer peut être désastreux pour la réputation de l'entreprise. Ça risque de remettre la confiance des clients qui sont aujourd'hui tous conscients et attachés à la protection de leurs données personnelles. Aujourd'hui, un client qui découvre que ses données personnelles sont exploitées par des tiers non autorisés, en raison d'une défaillance du système d'information, peut légitimement s'orienter vers un concurrent. Il y a aussi cette notion de maîtriser ces données personnelles qui est apparue ces dernières années. En effet, une collecte de données mettre en danger la personnalité de tout individu. Les risques sont nombreux. On peut citer par exemple le fait que ne pas connaître les personnes qui auront accès à mes données ne me permettra pas de savoir sur quelle base mon image sera construite. Aussi, ne pas connaître les personnes qui manipulent mes données personnelles ne me permettent pas de maîtriser la finalité pour laquelle ces données personnelles sont traitées. Et en fait, il y a une panoplie de raisons qui justifient le recours et l'adoption d'une protection de données personnelles. Ce qui est sûr, c'est que l'environnement numérique impose aujourd'hui que l'on se réapproprie la maîtrise de nos données personnelles. L'enjeu de l'adoption de cette loi protectrice des données personnelles n'est pas aux entreprises. Il concerne aussi le citoyen lambda, le commun des personnes. En effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos comportements sur le net, les clics que nous faisons, les commentaires, les cookies, les likes, ce sont des comportements qui se traduisent par une analyse de notre personnalité, par une analyse de nos choix, nos orientations, ce qui sert à tracer un portrait de nos intérêts au fil des utilisateurs. Aussi, on peut citer également les termes et les conditions que nous retrouvons sur le net pour accéder à tel ou tel et que nous ne lisons jamais. On se retrouve généralement en train de cocher des cases pour passer à l'étape suivante. Aussi, la nécessité d'adopter cette loi est née de l'externalisation de l'informatique. Aujourd'hui, en raison du coût bas et la main-d'œuvre dans certains pays, notamment au Maroc, des multinationales, des sociétés étrangères peuvent être amenées à créer des sociétés au Maroc. Ces sociétés-là ne viendront pas s'installer au Maroc, créer de la valeur ajoutée, si nous ne disposons pas d'une réglementation protectrice des intérêts personnels, des données personnelles. À cela s'ajoutent aussi les préoccupations sécuritaires. Les préoccupations sécuritaires qui sont nées en fait des problèmes liés au terrorisme depuis quelques années et qui nécessitent une surveillance d'une certaine population et bien entendu une manipulation accrue des données personnelles par l'installation des vidéos de protection dans des espaces. Il en résulte une manipulation, une collecte et un traitement de données personnelles. Et là, il faut essayer de trouver un équilibre entre la liberté et la sécurité. Comment? Il faut trouver des outils juridiques qui vont essayer de prévenir ces risques et ces menaces, mais il faut toujours avoir comme référentiel les valeurs, les principes de l'état de droit. D'ailleurs, un exemple, par exemple, depuis 2015, la CNIL est fondée à bloquer les sites qui au terrorisme. Et nous avons enfin notre enjeu, c'est celui de le phénomène d'exposition de soi sur Internet. Aujourd'hui, nous partageons, plusieurs personnes, pas tous, mais plusieurs personnes partagent
leurs photos, leur vie, leur quotidien dans le secteur sur les réseaux sociaux. Bon, maintenant, est-ce que ces personnes, en partageant de manière spontanée leurs données personnelles, peuvent prétendre à une réglementation, à une protection en vertu de la réglementation? Je ne suis pas d'accord. Alors, je reviens à la... Et aussi, enfin, bien entendu, le phénomène de globalisation qui favorise le flux des échanges de données entre États, entre pays. Alors, pour appréhender la loi 0908, il y a des mécanismes juridiques qu'il faut comprendre pour bien la loi. Alors, ces mécanismes, ces notions clés, on peut les classer en quatre volets. La première notion, qu'est-ce qu'on entend par une donnée personnelle? Qu'est-ce que c'est que la notion de donnée? Un caractère personnel. Qu'est-ce que la donnée à caractère personnel sensible? Comment identifier cette donnée à caractère personnel? Comment identifier le traitement? Et comment identifier un responsable de traitement? Alors, une donnée à caractère personnel. En fait, une donnée à caractère personnel, ce n'est autre qu'une information, de quelque nature qu'elle soit, indépendamment de son support, ça peut être une photo, ça peut être un son, qui concerne une personne identifiée ou identifiable. Alors, l'article premier qui donne la définition continue en disant que est réputée identifiée ou identifiable une personne qui peut être identifiée directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à plusieurs éléments spécifiques de son identité physique. Donc, en gros, une donnée personnelle, c'est une information de quelque nature qu'il soit, indépendante de son support, y compris le son et l'image, qui concerne une personne physique identifiée ou identifiable. Et là, cette définition, elle appelle plusieurs observations. La première observation, c'est que les données à caractère personnel ne concernent que les personnes physiques. On exclut les personnes morales et les associations. On exclut les personnes morales, mais pas les dirigeants des personnes morales. Deuxième observation, c'est que le caractère personnel d'une donnée personnelle est lié à son pouvoir d'identification. Et ce pouvoir d'identification est entendu de manière large, directe ou indirecte. Lorsque c'est une donnée directe, elle permet d'identifier directement la personne. Et lorsqu'elle est indirecte, c'est-à-dire qu'on va identifier une personne par la combinaison de deux données. Par exemple, un numéro de téléphone, un numéro de sécurité sociale. Troisième observation, c'est qu'on remarque en relisant la définition adoptée par le législateur, il utilise l'adverbe notamment, en disant que est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro. Cela veut dire que le législateur n'a pas délimité, mais seulement énoncé ces exemples. Et toute autre information qui peut identifier une personne peut être considérée comme une donnée personnelle. Quatrième observation, c'est que les personnes décédées ne sont pas concernées par cette protection. Par exemple, une information relative à un salarié, à un client, un sous-traitant national étranger peut être qualifiée de données à caractère personnel. Et là, je fais un petit focus sur l'adresse IP. L'adresse IP, bon, la question s'est posée devant la Cour de justice de l'Union européenne et devant la Cour de cassation française, qui ont toutes les deux considéré, je pense en 2016, que l'adresse IP est une donnée personnelle dans la mesure où elle permet d'identifier indirectement la personne concernée. Alors, maintenant, quand on a parlé de la définition de la donnée personnelle, de la notion de donnée personnelle, on a dit que le caractère personnel de la donnée est lié à son pouvoir d'identification. Mais si la donnée personnelle, si la donnée, elle perd ce pouvoir d'identification, est-ce qu'elle peut être toujours éligible à une protection? La question qui se pose, c'est de dire, mais comment une donnée peut perdre son pouvoir d'identification?
elle peut le perdre notamment à travers des traitements, soit l'anonymisation ou la pseudonymisation. Qu'est-ce que c'est que l'anonymisation? C'est un traitement qui va faire perdre à l'information son pouvoir d'identification, de sorte à ce qu'il n'existe plus de table de correspondance qui puisse remonter et identifier la donnée. C'est un traitement qui est irréversible. Si on est donc suite à un traitement d'anonymisation, la donnée perd son pouvoir d'identification et par conséquent, elle n'est plus éligible à la protection. La pseudonymisation, c'est une opération réversible. On code la donnée, mais on garde une table de correspondance pour pouvoir remonter et identifier la personne concernée. Donc, c'est une mesure de sécurité, mais qui est éligible à la protection. Alors, si on revient à la loi toujours, donc notre référentiel, c'est la loi 0908. Elle a distingué les données personnelles en deux volets. Les données personnelles, je dirais, simples. Il n'y a pas l'utilisation du terme simple, mais je l'utilise juste pour faire la distinction. Et les données sensibles. Alors, les données sensibles, c'est quoi? C'est des données qui relèvent l'origine sociale, raciale, l'origine raciale, ethnique, opinion politique, conviction religieuse, philosophique, appartenance syndicale de la personne concernée ou relative à sa donnée ou relative à sa pratique, y compris ces données génétiques. La loi n'a pas parlé des données biométriques, mais les données biométriques sont également des données sensibles. Le principe dans la loi 0908, c'est que il est interdit de traiter des données personnelles à caractère personnel qui sont sensibles. Il existe des exceptions qui sont prévues par la loi, c'est l'article 21, et là, les exceptions ont été fixées de manière limitative par le législateur et dans des cas précis, notamment quand la personne a donné son consentement, quand ces données sont devenues publiques, quand le traitement est nécessaire pour la défense des intérêts vitaux de cette personne, ou lorsque ce traitement est nécessaire à l'exercice des fonctions statutaires ou légales du responsable du traitement. Donc, le traitement des données sensibles est réglementé, est encadré par le législateur et ne peut être fait que dans les cas prévus par l'article 21 de la loi. Je donne un exemple, une petite illustration, notamment en 2017, le Facebook a été condamné par la CNIL à payer 150 000 € parce qu'il avait collecté des données sensibles concernant des utilisateurs sans leur consentement, et c'était des données sensibles qui avaient trait aux opinions politiques, opinions religieuses et orientations sexuelles. Et là, je fais un focus sur les données de bien-être. Les données de bien-être, ces derniers temps, nous avons vu sur le marché les montres sportives connectées, les piluliers connectés, les applications de gestion de sommeil, de régime alimentaire. Ce sont des données qui collectent ce qu'on appelle des données de bien-être. Ce ne sont pas des données de santé, ce sont des données de bien-être. Et le cadre légal de ces données n'est pas précisé, ne figure pas dans la loi. Est-ce qu'on peut les qualifier de données sensibles? Ce ne sont pas des données de santé. On ne sait pas réellement quel est le régime juridique qui sera appliqué à ces données de santé. Et aujourd'hui, ça pose un réel problème de collecte et de protection de ces données personnelles relatives au bien-être. Alors, on passe à la notion de traitement. C'est la deuxième notion clé. Qu'est-ce qu'un traitement? Un traitement selon la loi, c'est une opération qui peut être fait à l'aide d'un procédé automatisé ou non, et qui permet de faire un certain nombre d'opérations qu'on peut lister en 8 opérations, à savoir la collecte, l'enregistrement des données, l'organisation des données, l'archivage des données, l'extraction, la consultation, l'utilisation et la diffusion. La loi ne fait pas de distinction entre le traitement manuel et le traitement automatisé, qui est une bonne fois. Aussi, il faut savoir que le traitement fait à des fins personnelles n'est pas inclus. Quand je fais un traitement de données personnelles, de contact personnel, il ne fait pas partie
des traitements qui sont soumis à la loi 0908. Cette notion, c'est la notion de responsable de traitement. Le responsable de traitement, en fait, c'est la personne qui décide du traitement. C'est lui qui décide du traitement, c'est lui qui détermine les finalités du traitement et les moyens mis en œuvre pour faire la collecte et pour traiter ces données. Il arrive que, je donne un exemple, une entreprise qui vend de l'électroménager en ligne et qui propose un formulaire de collecte de données. Elle est responsable de ces traitements qu'elle fait de données personnelles. Un opérateur téléphonique, une banque, sont considérés comme sont en fait des responsables de traitement. Il arrive dans la pratique que le responsable de traitement ait recours à un sous-traitant. Le sous-traitant, en fait, c'est qui va effectuer le traitement pour le compte du responsable de traitement. Bien entendu, le responsable de traitement a un certain nombre d'obligations et il doit, en contractant avec un sous-traitant, il doit s'assurer que ce sous-traitant dispose des moyens techniques organisationnels lui permettant d'assurer le traitement en toute sécurité et confidentialité. Bien entendu, la loi plus ou moins cette relation dans la mesure où elle prévoit une obligation pour le responsable du traitement de signer un contrat avec le sous-traitant dans lequel on précise les droits et les obligations de chacune des parties et aussi il est impératif de préciser que le sous-traitant agit sur les instructions du responsable du traitement. Du traitement, du fait de son rôle de décideur du traitement et de collecteur des informations et de la finalité, a un certain nombre d'obligations qui sont précisées par la loi. Ces obligations peuvent se résumer en 7 ou 8 obligations. Il doit procéder à un traitement loyal et licite. Comment? Il doit s'assurer de recueillir un consentement libre, univoque et éclairé de la personne concernée. Deuxièmement, il doit respecter l'objectif, la finalité pour laquelle il a procédé à la collecte et au traitement de ces données. La finalité doit être déterminée, elle doit être légitime, elle doit être explicite. Si je collecte des données pour un objectif, pour une finalité déterminée, je n'ai pas le droit d'utiliser ces données pour une autre finalité. Aussi, le responsable de traitement doit respecter le principe de proportionnalité et s'assurer de la qualité des données. Il doit respecter un principe de ce qu'on appelle la minimisation des données. Le responsable de traitement ne peut collecter que les données qui sont nécessaires pour son traitement, ni plus ni moins. Aussi, il doit veiller à ce que ces données soient mises à jour. Ça, c'est quelque chose je pense que c'est un principe qui est connu et sur lequel tout le monde peut être d'accord. Une base de données qui n'est pas mise à jour n'a aucune valeur ajoutée. D'où la nécessité de mettre à jour les données. Le responsable de traitement aussi il a une obligation de respecter la durée de conservation qui doit être déterminée, qui doit être définie au préalable et bien entendu qui doit être respectée. Aussi, il doit assurer la sécurité et la confidentialité des traitements et bien entendu, il a une obligation envers la CNDP qui est l'organisme qui veille à l'application de la loi et qui est de notifier et de déclarer et notifier tous les traitements. Et là, je m'arrête sur une notion très importante et c'est cette notion de licéité de traitement. La licéité du traitement et sa relation avec la preuve. Une donnée personnelle collectée à l'occasion d'un traitement illicite peut-elle servir de moyen de preuve? Le droit procédural marocain refuse que l'on produise, que l'on se prévaut de moyens de preuve collectés de manière illicite. D'ailleurs, les dispositions du Code de procédure pénale 108 à 116 déterminent avec précision la durée et les moyens et les modalités d'interception des communications réalisées à travers les moyens de communication. Par exemple, un système de vidéosurveillance installé dans une entreprise pour la sécurité des biens et des personnes
ne peut être utilisé pour prouver une faute grave par le salarié, à moins que ce salarié avoue avoir commis cette faute grave. Mais cet enregistrement vidéo a été installé dans une finalité qui est la sécurité et la protection des biens et des services de l'entreprise. On ne peut pas l'utiliser en tant que moyen de preuve pour rétablir une faute grave commise par le salarié. Alors, pour la responsabilité du responsable de traitement, le responsable de traitement, il a une responsabilité, il doit assurer une sécurité, une protection optimale des données à caractère personnel objet du traitement. Il doit prendre toutes les mesures appropriées et être en mesure de le prouver au moment où on lui demandera de prouver les moyens mis en œuvre. Il a une responsabilité civile du fait des actes préjudiciables qu'il a commis. Il ne peut pas diluer sa responsabilité dans celle du sous-traitant. Bien entendu, aussi, il ne faut pas oublier que le responsable du traitement a une responsabilité pénale dans certains cas. Et là, c'est dans le cas où il a commis une faute personnelle. Le sous-traitant peut également être pour complicité de l'infraction pénale dans le cas où une faute personnelle, une faute lui est reprochée. Donc, ces obligations qui sont à la charge du responsable de traitement constituent en fait une garantie et sécurité pour le responsable de traitement. Ce sont des obligations qui sont à sa charge, mais cela lui assure une garantie de sécurité. Mais aussi, c'est un facteur de transparence et de confiance pour les personnes concernées. Bon, les sanctions, je passe aux sanctions. Les sanctions, elles sont prévues par les articles 51 à 67 de la loi. Et il y a des sanctions administratives qui se résument en le retrait du récépissé délivré par la CNDP et les autorisations. Il y a également des amendes qui vont de 20 000 à 200 000 dirhams et des peines d'emprisonnement aussi en fonction des infractions. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le transfert des données personnelles collectées par un responsable de traitement ne peuvent être transférées à l'étranger que dans les conditions prévues par la loi. D'abord, il faut que l'État destinataire de ces données soit dans la liste qui a été présente. Il faut qu'il présente un niveau suffisant de protection de la vie privée. Et la CNDP est chargée de par la loi d'établir cette liste, qui d'ailleurs existe sur le site de la CNDP. Il existe des exceptions, c'est-à-dire en dépit du fait qu'un État ne figure pas sur cette liste, un transfert peut être fait à l'étranger, mais dans ce cas, il y a des conditions qui sont prévues par l'article 44 de la loi, à savoir recueillir le consentement de la personne concernée, et si ce transfert est important et pour la préservation des intérêts publics ou pour la sauvegarde de la vie de la personne concernée. Alors, la Commission nationale de contrôle de protection des données à caractère personnel est la commission qui veille au respect des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Les missions de la commission peuvent être résumées en 5 axes. Information et sensibilisation, conseil et protection, contrôle et investigation, veille juridique et technologie. Ce qu'il faut savoir… Maître Kautar, oui? 2 minutes. Oui, parfait. Alors, je passe direct au recours contre les décisions de la CNDP. Alors, j'ai une petite idée que je vais… Voilà. Alors, je ne voulais pas oublier. Ce qu'il faut savoir, c'est que la commission, la CNDP, elle émet des délibérations qui visent à compléter et à éclaircir certains points pour le public. Cela rentre dans les compétences qui lui sont dévolues par la loi. En effet, la technologie avance rapidement, la règle de droit avance lentement. Les délibérations viennent remédier à ce décalage entre l'évolution de la règle de droit et l'évolution de la technologie. Les recours contre les décisions de la CNDP. Il faut savoir que les décisions et les sanctions rendues par la CNDP, ce sont des décisions administratives qui peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Le responsable de traitement peut ainsi saisir le juge des référés administratifs pour suspendre l'exécution
d'une des décisions qui a été prise à son encontre. La justice administrative est compétente pour encadrer les pouvoirs de la CNDP, que ce soit son pouvoir d'investigation ou son pouvoir de sanction. Alors, donc les délibérations de la CNDP éclairer le public sur cette procédure. Ils trouvent leur siège dans l'article 29 de la loi. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la règle de droit a des à l'évolution technologique et les délibérations viennent remédier à cela et apporter des solutions et des principes directeurs pour des traitements spécifiques. Je vous propose, Maître Kautar, je propose de revenir à ce Parfait. point dans un deuxième tour. Parfait. Je souhaite juste qu'on profite de l'occasion, quand vous avez parlé des différentes démarches. Je souhaitais un peu demander à Mohamed Amin de nous parler un peu des démarches auprès de la CNDP et on revient après sur la partie recours et sur les sujets connexes. Mohamed Amin? D'accord. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Bon, d'accord. Bonjour tout le monde. Merci de répondre. Allô, bonjour madame. Allô? Mohamed Amin, tu peux y aller. Oui. D'accord, ok. Donc, d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Donc, on va commencer par la démarche CNDP. Je vais commencer par expliquer quelles sont en fait les formalités à déposer. Il y a 4 ou 5 modèles de Allô? dépôt. Allô? Vas-y, Amin, vas-y. Il y a 5 modèles de dépôt. Il y a le premier dépôt, donc il y a le premier type de formulaire, c'est une simple déclaration. Ce formulaire est utilisé généralement pour Allô? Oui, madame, vous m'entendez? le traitement. Amine, c'est une seconde, s'il te plaît. S'il vous plaît, les questions à la fin des interventions. Si vous pouvez laisser, s'il vous plaît, Mohamed Amin intervenir et on prend les questions à la fin des présentations, s'il vous plaît. Merci. À toi la main, Mohamed Amin. D'accord. Il y a le premier formulaire. Il y a un formulaire de déclaration normal. Ce formulaire, il est utilisé quand on collecte des données normales et non pas sensibles. Il y a un deuxième formulaire, c'est une demande d'autorisation préalable. C'est un formulaire, si jamais on collecte des données sensibles, il faut qu'on l'utilise pour demander l'autorisation de collecter et de traiter les données sensibles en justifiant, comme a dit Maître Kautar, sur la légitimité de la collecte des données sensibles et puis demander l'autorisation de la CNDP à travers le numéro d'adresse épicé. Il y a 2 autres types de formulaires suite à une décision, suite aux délibérations publiées par la CNDP. Seulement pour compléter quelques points sur ces délibérations. Donc, on a énormément de délibérations qui ont été vraiment publiées, notamment tout ce qui est lié au traitement de la gestion des ressources humaines, la gestion des fournisseurs, la gestion des clients, la gestion de la vidéosurveillance. Pourquoi ces délibérations? En fait, généralement, ce sont les processus communs et qui sont suivis de la même manière par les entreprises et elles collectent les mêmes données, les mêmes types de données, ils ont les mêmes destinataires et autres choses. Donc, il y a 2 types les 2 formulaires qui répondent aux délibérations, sachant bien la différence entre les formulaires normaux et les formulaires liés aux délibérations. Donc, pour les formulaires normaux, il y a presque une vingtaine de pages à remplir, mais les formulaires liés aux délibérations, il y a seulement 4 ou 5 pages. Et puis, il y a un 5e formulaire, c'est tout ce qui est demande de transfert de données à l'étranger, que je vais vous expliquer tout à l'heure. La démarche de la conformité, premièrement,
euh, il faut généralement, les formulaires doivent être signés par le responsable de traitement, qui est le responsable légal de l'entreprise. Mais si jamais le responsable il n'est pas tout le temps libre pour pouvoir recevoir, traiter ces formulaires avant de les signer, il peut déléguer cette signature à quelqu'un en interne à travers une lettre de délégation de pouvoir. Ça, c'est très important. Donc, la partie organisation, avant de commencer à procéder aux autres euh, actions, c'est très important. Il faut identifier qui est le signataire de ces traités. Ensuite, il faut faire un inventaire d'atelier, un atelier d'inventaire de traitement des données à caractère personnel. Entre parenthèses, c'est une cartographie des traitements ou cartographie des données. Il faut qu'on sache exactement quelles sont les données qu'on collecte, pour quel traitement, où elles se trouvent, à qui on les communique, quelle est la durée de conservation, qui a accès à ces données, et aussi quelles sont les mesures de sécurité et confidentialité appliquées sur ces traitements et sur ces données. C'est très important. En fait, c'est seulement pour faire un petit comparatif. Donc, dans la loi, on parle de sécurité et confidentialité, mais au vrai sens du terme, il y a privacy and security. Privacy, c'est les personnes qui ont le droit d'accéder ou collecter ou traiter ces données doivent respecter certaines règles, notamment la proportionnalité des données collectées, la limitation des traitements, la durée de conservation et autres points. Dans la partie security, c'est-à-dire ces personnes qui ont le droit d'accéder et de traiter ces données, ils doivent appliquer et respecter les mesures de sécurité qui est le plus important. Donc, il va falloir aussi évaluer la sécurité de ces traitements, de ces données, parce que par la suite, il va falloir définir un plan d'action de remédiation. Parce que la loi, ce n'est pas seulement qu'on va déclarer les traitements, on va recevoir les récépissés, on les insère et puis on est conforme. Non, mais c'est un process, c'est un projet qui vit dans le temps, qu'il va falloir mesurer à travers des indicateurs et des audits réguliers. Donc, ensuite, lorsqu'on va faire cette cartographie de traitement, on va remplir bien sûr les formulaires, on va les signer, on va les déposer à la CNDP et bien sûr, il va falloir les accompagner par des justifications, notamment un exemple, gestion des ressources humaines, on va déposer un traitement de gestion des ressources humaines, il va falloir qu'on justifie quelles sont les mesures de sécurité et confidentialité, quelles sont les mesures, les mentions légales qu'on va intégrer dans les contrats de travail, dans les formulaires de candidature et autre chose. Donc, il y a un dossier complet euh, qu'il va falloir constituer pour le déposer à la CNDP. Ensuite, avant de passer sur les mesures de sécurité et confidentialité ou privacy et security à mettre en œuvre, il y a certains points de vigilance. Premièrement, les données sensibles, notamment tout ce qui est données santé. Donc déjà, pourquoi la donnée santé, c'est une donnée sensible? Pourquoi il a été défini par la loi et même par haute réglementation internationale que c'est une donnée sensible? Euh, Citons quelques problématiques de vulnérabilité qu'on pourrait éventuellement avoir et quel est l'impact si jamais ces vulnérabilités sont exploitées. Ces vulnérabilités, c'est-à-dire le manque de contrôle de sécurité au niveau sur la donnée santé et sur les traitements des données santé. Un exemple, une clinique, un hôpital qui a tout l'historique d'un patient et finalement il y a un ransomware qui va attaquer cet organisme de santé et qui va détruire tout l'historique d'un patient. Et supposons qu'il y a un patient où il a des problèmes d'hypoglycémie, d'hypotension, il a des problèmes cardiaques ou d'autres problèmes, comment le médecin pourra suivre son traitement si jamais les données sont détruites?
sont détruites, que ce soit d'une manière malveillante par un ransomware ou par autre chose, ou par autre chose. Donc ça, c'est un impact qui est majeur, un impact qui est vital, premièrement. Donc, et aussi, si jamais on impacte l'intégrité de la donnée ou si jamais on divulgue les données santé à une tierce partie qui n'aura pas le droit d'accéder à ces informations. Donc, l'impact, il est majeur. C'est pour ça que la donnée santé, elle est très importante. Il y a aussi d'autres points de vigilance, notamment la vidéosurveillance. La vidéosurveillance, la CNDP a défini quelques cadres et euh, quelques exigences ou conditions pour respecter certains points pour l'emplacement des caméras de vidéosurveillance. Aussi qu'il va falloir respecter avant de déclarer les, 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 les finalités. Donc, en fait, il y aura d'autres points de vigilance qu'on va pouvoir les détailler dans une seconde étape de ce webinaire. Ensuite, pour les mesures de sécurité, donc il y a des mesures organisationnelles et des mesures techniques. Dans les mesures organisationnelles ou administratives, il faut déjà identifier les rôles et responsabilités en interne. C'est très important. Ce projet, c'est un projet qui est transverse. Ça nécessite l'implication de tout le monde et non pas le DPO, le Data Protection Officer ou le RSSI ou le responsable de conformité ou le responsable juridique. Donc, en fait, c'est tout le monde est responsable à partir de l'apport de collecte des données au niveau d'une agence ou au niveau d'un point d'entrée d'une manière générale. Donc, il faut définir les rôles et responsabilités de chacun en matière de la protection des données et sur la licéité et la légitimité de la collecte des données. Il faut définir aussi un processus de gouvernance des données. C'est très important. La gouvernance des données, elle est très importante dans ce contexte. Définir un processus de déclaration des nouveaux traitements. Comme je vous ai dit, ce n'est pas une fois qu'on a les traitements sont déposés, on a les récépissés, donc, et puis on est conforme, mais il y aura éventuellement des mises à jour de ces traitements et qui dépendent de la mise à jour de certains systèmes, de certaines applications, de certains process en interne. Donc, il va falloir faire vivre cette conformité en interne et on pourra éventuellement détecter ces écarts à travers un processus d'audit interne. Donc, même l'audit interne doit intégrer dans son programme d'audit le projet de conformité à la loi 0908 et de voir est-ce que déjà les formulaires que les entreprises ont déposés sont déjà conformes et est-ce qu'il y a de nouveaux traitements qui ont été pas encore déposés et qu'il va falloir les mettre dans le rapport ou dans le plan d'action d'audit. Et aussi d'évaluer les mesures de sécurité et confidentialité qui sont appliquées avant. Et ça, c'est une mesure préventive et détective en même temps, avant si jamais il y a un risque ou un incident de sécurité qui, 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 qui peut débarquer ou même un audit externe ou un contrôle du régulateur ou de l'autorité de contrôle CNDP. Et aussi, la chose la plus importante dans les mesures organisationnelles, c'est définir les processus ou procédures de gestion de droits d'accès, de consultation et de modification. Si jamais vous recevez une demande d'un client ou d'un salarié ou d'un prestataire qui va demander l'accès à ces données personnelles, il va falloir définir le process en interne, comment vous allez gérer ce process et comment vous allez répondre à cette personne. Et il va falloir aussi être outillé par des solutions qui vous permettent d'identifier directement et facilement où les données de cette personne sont stockées et comment elles sont gérées. Et aussi à la demande de modification et tout ce qui est demande à l'opposition, c'est-à-dire aujourd'hui vous allez commencer enfin dans le cas de la prospection, demain je ne veux plus recevoir un mail de telle entreprise. Si jamais je clique sur se désinscrire ou je vais envoyer un mail pour demander à cet organisme de ne plus me contacter, il va falloir que cet organisme puisse mettre en place les mesures nécessaires pour pouvoir supprimer mes données de la base des prospects, par exemple.
Ça, c'est parmi les mesures organisationnelles. Les mesures, tout ce qui est contractuel ou légal sont les, les mentions légales qu'il va falloir ajouter au niveau des sites web, au niveau des cookies, au niveau des formulaires physiques, au niveau des contrats, au niveau de la vidéosurveillance. Donc, il y a énormément de mentions légales à ajouter. Et ces mentions légales, c'est ce qui peut représenter, c'est la transparence de l'organisme ou de l'entreprise face à ces personnes ou face à l'individu. C'est-à-dire, ces mentions légales contiennent généralement pourquoi on collecte la donnée, quelle est la finalité de la donnée, à qui on transfère les données, quelle est la durée de conservation de ces données, et aussi quels sont les droits qu'on vous demande, qu'on vous propose, notamment les droits d'accès, de consultation, de modification et d'opposition, et c'est très important, et aussi sans oublier le numéro de récépissé du traitement accordé par la CNDP. Et finalement, dans les mesures techniques, euh, il faut commencer déjà par l'inventaire ou la cartographie et la classification des données, c'est très important. Il faut gérer les accès et habilitations. Ça, c'est pour répondre à la privacy, c'est-à-dire donner accès aux données personnelles seulement aux personnes autorisées à faire tel traitement et non pas donner la donnée à n'importe qui. Un exemple, les données santé, supposons euh, on traite les données santé au niveau de la DRH, donc tout ce qui est médecin de travail et dépôt des dossiers de maladie. Ce n'est pas seulement toutes les personnes de la DRH qui auront le droit d'accéder à ces informations, mais seulement, vu que c'est une donnée sensible, seulement les personnes autorisées à faire ce traitement et non pas les autres. Donc, la partie accès et habilitation, c'est très important. Gestion des authentifications, les mots de passe, renforcer les mots de passe, c'est très important. Le chiffrement, tout ce qui est en transit ou at rest ou en stockage, c'est-à-dire les données chiffrées, les données qui transitent à travers les réseaux doivent être chiffrées à travers pas mal de protocoles de chiffrement. Il y a tout ce qui est TLS et autres, et aussi les données qui sont stockées dans les baies et autres, ils doivent être aussi chiffrées en fait, généralement, les données qui sont sensibles, il faut commencer déjà par chiffrer les données qui sont très sensibles. On a tout ce qui est solution d'anti-fuite de données pour détecter les éventuelles violations, fuites ou accès non autorisé aux données sensibles et données personnelles. La partie journalisation des événements et la gestion des incidents, la sécurisation de l'infrastructure, le durcissement de système. Ce sont toutes les mesures de sécurité qui sont dictées dans pas mal de normes et de standards, notamment ISO 27002, le NIST, l'ISF et autres standards et normes qui vous guident pour mettre en œuvre toute la partie sécurité. Et je vais finir par les mesures de sécurité physique environnementale, tout ce qui est la protection des salles d'archives, notamment, ça collecte énormément elles contiennent ou elles stockent énormément de données sensibles, les autres locaux qui sont très sensibles, la sécurité environnementale, le destructeur de papier, le destructeur des disques durs après la fin de vie d'un serveur ou d'une machine. Donc, il y a énormément de mesures qu'il faut mettre en place pour pouvoir répondre à cette obligation légale et réduire les risques impactant la sécurité des données à caractère personnel. Voilà. Merci beaucoup, Si Mohamed, pour ces éclairages. Euh, Côté plutôt pratique et opérationnel. Donc, je passe la parole à Nasser Ktani. Donc, Nasser, la parole est à toi. Merci, bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous. Je vais essayer d'être très bref pour parler de deux choses. En fait, aujourd'hui, je vais porter deux chapeaux. Un premier chapeau qui est membre de l'APBI et je vais vous parler d'une pratique très concrète qu'on a mise en œuvre récemment depuis un mois au début donc de la pandémie au Maroc.
Et je vais porter un deuxième chapeau qui est le chapeau de l'Association marocaine des DPO, récemment créée, dont j'ai l'honneur et le plaisir d'être le président. Alors, sur le premier volet, pour parler un petit peu des choses très pratiques et comment est-ce qu'on a pu mettre en œuvre ce dont Maître Kautsar et Amin ont parlé dans un programme récent. À l'APD, nous avons, au début de la crise, on s'est dit c'est le moment des technologies, c'est le moment de mobiliser l'innovation technologique, en particulier digitale, pour répondre à la crise pandémique. Et nous avons lancé un programme d'innovation auprès de porteurs de projets, startups et autres entreprises pour leur dire, écoutez, mettez le digital au cœur et mettez l'innovation au cœur de la problématique que nous vivons aujourd'hui et venez avec des solutions. Et nous avons défini 4 thèmes, la solidarité, la santé, la sécurité et l'économie de crise. Nous avons reçu un certain nombre de projets, on a sélectionné un certain nombre de startups, ce n'est pas le sujet. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que nous avons voulu faire quelque chose de très intéressant qui consiste à dire, eh bien ces projets, on ne va pas attendre qu'ils finissent pour qu'on se dise est-ce qu'ils sont conformes à la loi sur la protection des données à caractère personnel. On s'est dit on va les accompagner dès le début. On s'est dit que on va construire les projets avec ces startups, avec ces porteurs, en mettant le respect des données à caractère personnel dès le début, sur une feuille blanche. Alors, bien évidemment, il y a des startups qui étaient déjà avancées sur lesquelles on a dû revenir, mais en tout cas, celles qui démarraient, eh ben, on les a accompagnées dès le début, sur leur feuille blanche, à se dire à quoi ressemblera votre solution et en quoi qu'est-ce que vous devez faire pour respecter la loi 0908 et voire même plus d'ailleurs, sécuriser votre solution, mais aussi respecter les données que vous collectez sur les personnes que vous allez accompagner. Et ça a été un exercice très intéressant parce que très souvent, malheureusement, la protection des données à caractère personnel ou la conformité légale, c'est un exercice qui vient malheureusement à la fin. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entreprises ont déjà des systèmes d'information, ils ont tout un tas de systèmes, et ils se posent la question de la protection, des données à caractère personnel un peu tard. Et cet exercice s'avère très souvent très difficile, parce que on doit refaire le travail en arrière pour se dire est-ce que j'ai peut-être collecté trop de données, est-ce que j'en ai besoin, il faut que j'aille justifier des choses que j'ai déjà collectées, peut-être que je n'avais pas besoin de les collecter, j'ai pas mis en place les processus de destruction, je ne connais pas nécessairement tous les traitements, etc., etc. Donc, nous, on a essayé de faire quelque chose d'inverse en disant on va faire de privacy by design, on va commencer dès le début à concevoir et à accompagner les startups dans cet exercice. Donc ça, c'est la première chose. La manière de le faire, alors la deuxième raison pour laquelle on l'a fait, c'est qu'on a voulu dire, c'est un message pour nous qui est très fort, c'est de dire on peut innover, on peut être agile, on peut innover en période de crise, mais on innove en respectant la loi. On ne innove pas parce que c'est la crise et on sort du cadre légal. Donc, on a voulu insuffler cet esprit aux innovateurs, aux startups, en disant on va vous accompagner pour et innover et respecter la loi. Et on a trouvé en la CNDP un partenaire assez incroyable. Quand on les a appelés pour leur dire écoutez, voilà le programme qu'on a et on a envie de faire les choses correctement avec ces startups, etc. Et bien, la CNDP a mis en place une procédure spéciale pour nous accompagner. Et en fait, on a eu des experts de la CNDP qui nous ont accompagnés startup par startup dans tout le processus, en posant les bonnes questions, en les coachant correctement, et bien évidemment, dans le processus qu'a décrit Amin, qui est de préparation des formulaires, des conditions générales d'utilisation, la privacy policy, tout un tas de sujets, de manière à ce qu'on puisse, bien évidemment, les aider à obtenir
les procédures de conformité légale et les reçus qu'il faut et les autorisations qu'il faut très très vite. Et ça a été, de notre point de vue, assez remarquable et l'accompagnement de la CNDP a été vraiment assez exceptionnel. L'autre chose une des leçons, en tout cas, que nous avons retenues, c'est que très souvent, quand on a parlé à ces porteurs de projets, ce n'est pas un sujet qu'ils avaient en tête au début. Ils étaient très surpris qu'on aborde ces sujets-là. Ils ne connaissaient pas nécessairement la loi, ils ne connaissaient pas nécessairement le cadre réglementaire. Et ça a été un exercice assez intéressant pour eux de le découvrir. Et donc, ça veut dire qu'en fait, nous avons du travail. En tant que professionnels de la protection des données à caractère personnel, nous avons du travail à faire pour inculquer cette culture de la protection des données à caractère personnel au Maroc. Aussi bien dans les grandes organisations, mais aussi chez les jeunes innovateurs. Ce qui me donne un petit peu le passage au deuxième sujet que je voulais aborder, qui est le sujet de la MDPE. Alors, il y a quelques mois, un groupe de personnes qui se sont formées et certifiées à DPO, d'ailleurs grâce à CertiTrust et en travaillant avec CertiTrust, ont décidé de se mettre ensemble et de se dire, écoutez, il y a quelque chose à faire ensemble pour promouvoir la culture de la protection des données à caractère personnel. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place une association marocaine, une association à but non lucratif, qui s'appelle AMDPO, qui est l'Association marocaine des délégués à la protection des données à caractère personnel, l'association marocaine des DPO. Et notre objectif est en fait multiple. On a un objectif qui est bien évidemment la promotion de cette culture, et on a envie d'une certaine manière de rassembler l'écosystème de la protection des données autour d'une problématique commune qui est celle de toutes les entreprises aujourd'hui. Et d'une certaine manière, on a aussi envie, ça part aussi d'un sentiment de l'ensemble des membres de l'association, de dire que finalement, c'est aussi un enjeu aussi probablement économique. On a envie que le Maroc, en tant que nation, puisse rayonner sur ce sujet-là, être un leader sur le sujet de la protection des données à caractère personnel. On a décidé de travailler sur 4 volets principaux. Le premier, c'est la veille réglementaire. Et donc, notre objectif, à travers les experts juridiques et techniques, nous assurer que nous sommes à la pointe en matière réglementaire et technologique pour comprendre en fait ce domaine et comprendre les différentes évolutions réglementaires, qu'elles soient en Maroc ou ailleurs d'ailleurs, et les différentes pratiques, qu'elles soient au Maroc ou ailleurs, et les différentes pratiques technologiques aussi, et de gouvernance, etc. Deuxième sujet, c'est un peu l'exercice que nous sommes en train de faire ici, c'est l'exercice de l'évangélisation. Nous voulons promouvoir cette culture de la protection des données à caractère personnel au Maroc. Et le troisième sujet, c'est le capital humain. Nous souhaitons aussi accompagner les professionnels du secteur à développer leur connaissance du domaine de la protection des données à caractère personnel. Et enfin, nous souhaitons, et ça je pense que c'est très important, nous souhaitons avoir un rôle important vis-à-vis des régulateurs, et en particulier de la CNDP. Nous souhaitons être, ou en tout cas c'est notre ambition, être un point d'ancrage avec la CNDP pour être un acteur avec qui on peut, pour échanger sur les enjeux de mise en œuvre du cadre réglementaire au Maroc, où nous savons très bien qu'il peut y avoir dans la pratique quotidienne de tous les jours, on apprend de la mise en œuvre de la loi,
de la mise en œuvre par les différentes formalités, par les différentes rencontres, etc. etc. Et ce que nous voulons, c'est faire en sorte que cette pratique opérationnelle, c'est-à-dire le quotidien du DPO de tous les jours, soit connu réellement par la CNDP et l'accompagner pour lui faciliter la vie à elle et faciliter la vie au DPO, tout en bien évidemment le conformer à la loi. Par exemple, aider à faciliter certaines procédures, peut-être comme la CNDP a eu dans le passé des délibérations sur un certain nombre de thématiques, que ce soit la vidéosurveillance ou la partie RH, etc., ou des sujets liés à la science. Il peut y avoir des domaines sur lesquels on peut aussi les accompagner. L'idée, c'est vraiment d'être un ambassadeur entre la CNDP et les professionnels de la protection des données à caractère personnel. Parce que, in fine, en fait, et je vais résumer, je vais m'arrêter là-dessus en mal, je pense que l'enjeu aujourd'hui n'est pas uniquement un enjeu de la protection des données à caractère personnel. L'enjeu, il est beaucoup plus global, de mon point de vue. L'enjeu, pour tout le monde, pour les entreprises que vous représentez, pour l'État d'ailleurs, le gouvernement aussi a cette problématique. Donc, pour tous ceux qui doivent se conformer à la protection des caractères personnels, en fait, il y a un enjeu qui est beaucoup plus grand, qui est celui de la confiance numérique. Nous avons besoin, à partir du moment où nous rentrons maintenant on est rentré de plein pied depuis des années, mais aujourd'hui, probablement plus que jamais, dans une ère où tout le monde parle de transformation digitale, moi j'aime parler de transition digitale, et on a vraiment transité dans un monde qui est complètement digital et numérique. Nous avons besoin de créer les conditions d'une confiance numérique. Nous avons besoin que le citoyen, que l'entreprise puisse opérer dans un monde de confiance. Et la protection des données à caractère personnel est un des dispositifs pour créer cette confiance. Et je te redonne la main. Merci beaucoup Nasser pour ces insights, pour tes inputs. Et félicitations pour le travail que vous faites au niveau donc que ce soit de la PIB ou au niveau de la toute jeune association MDPO. Et effectivement, aujourd'hui, on a besoin de vulgariser cette notion et de lui donner toute son acception, qui n'est pas uniquement juridique, mais il est également technique et managériale. Et je dirais même, il touche aussi peut-être la compétitivité des entreprises. Donc, je voulais revenir très rapidement à Maître Kautar pour lui demander sur le plan judiciaire ou juridique aujourd'hui, quelle est la position des tribunaux? Est-ce qu'il y a eu des cas où il y a des jugements relatifs aux données personnelles et quelle est la tendance actuelle en termes de judiciarisation de cette question de données personnelles au Maroc? Arma? Oui, Kautar. Oui, alors sincèrement, je n'ai pas de données, je ne sais pas quel a été le retour au niveau de tribunaux. J'ai lu par la presse qu'il y a eu quelques contentieux, mais je n'ai pas des données exactes. D'accord. Je ne peux pas vous répondre sur ça, pour être très honnête. D'accord, très bien. Il y a une question qui a été posée par un des participants par rapport au responsable de traitement. Est-ce que, par exemple, le responsable de traitement peut être un salarié sous-traitant de l'entreprise? Qui veut répondre à cette question? Vous pouvez répéter la question? Est-ce qu'un salarié? Est-ce que le responsable de traitement peut être un salarié qui travaille chez un sous-traitant, en fait? C'est salarié d'un sous-traitant. Non, le responsable de traitement, c'est l'entité qui fait la collecte de données. C'est lui qui décide du traitement. Donc, si je reformule la question, est-ce que le responsable de traitement peut être un sous-traitant? Le responsable de il peut travailler, collaborer avec un sous-traitant, mais il ne peut pas se confondre avec le sous-traitant. C'est deux notions distinctes. Et en fait, il ne peut pas transférer sa responsabilité à quelqu'un d'autre. Oui, donc il ne peut pas transférer la responsabilité. À partir du moment où on peut sous-traiter le traitement, n'est-ce pas? Mais vis-à-vis de la loi, il est toujours
vis-à-vis de la loi, responsable en face de la loi et de la CNDP. C'est lui qui définit les finalités et la collecte, comme a dit le maître. Et donc, c'est lui qui est responsable. Il ne peut pas passer cette responsabilité à quelqu'un d'autre en disant, moi, je lève la main, c'est quelqu'un d'autre. Au fait, pour compléter, les salariés sont considérés comme des sous-traitants pour le responsable de traitement, parce qu'ils exécutent le processus ou exécutent la finalité pour le compte du responsable de traitement. Si jamais on fait... Amine, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que dans le sens de la loi, on définit les notions de responsable de traitement et de sous-traitant. Et on ne peut imaginer un sous-traitant dans le cadre de la loi 0908 qu'une entité externe, distincte du responsable de traitement, à laquelle le responsable de traitement va confier, va sous-traiter, va en quelque sorte délocaliser le traitement. Donc, en aucun cas, ça peut être un salarié du responsable de traitement. Le responsable de traitement, c'est lui qui a les obligations, c'est lui qui doit se faire les obligations en vertu de la loi. S'il fait appel à un sous-traitant, il ne peut pas diluer sa responsabilité. Ce qu'il peut faire sur le plan civil, par la suite, un responsable de traitement peut, s'il est, par exemple, il a été condamné il a été, par exemple, il a subi une sanction de la part de la CNDP, il peut se retourner vers le sous-traitant sur le plan civil et demander une indemnisation s'il prouve, par exemple, que ce sous-traitant a mal exécuté les instructions qu'il a reçues ou qu'il a commis une faute intentionnelle voilà, dans des cas. Mais le responsable de traitement reste le responsable vis-à-vis de la loi, de l'application des obligations qui sont prévues par la loi. Alors, une question qui va un peu dans le même sens, peut-être Amine, si tu peux répondre. C'est quoi la responsabilité du RSSI lorsqu'il y a une infraction à la loi 0908? Et en relation avec ça, est-ce que aussi le responsable de traitement pourrait être le RSSI? En fait, le chargé de la protection des données personnelles, est-ce qu'il peut être le RSSI? Au fait, le responsable ultime de la sécurité des données, c'est le responsable du traitement. Donc, légalement, c'est celui qui est responsable sur la mise en œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité. C'est le responsable ultime. Mais, en fait, le RSSI, il n'a qu'à déployer les directives du responsable de traitement, parce que par la suite, ce n'est pas seulement une fonction du RSSI le seul à déployer. Il y a la notion de la fonction de risk management qui va identifier les risques. Il y a la partie compliance, il y a le DPO, et aussi il y a le RSSI qui va avoir comme input l'output de ces trois instances, le DPO, la conformité, l'audit et le risque, pour qu'ils puissent vraiment mettre en œuvre les mesures nécessaires pour réduire les risques et pour se conformer aux obligations de la loi 0908. Voilà. Donc, mais il n'est aucunement, en aucun cas que le RSSI va avoir des responsabilités légales. D'accord. Il peut avoir des responsabilités face au responsable de traitement. D'accord, merci Amine. D'ailleurs, il y a une remarque ou plutôt une question sur la formation des informaticiens, c'est-à-dire le personnel qui travaille dans IT, etc. Aujourd'hui, quel besoin de formation avons-nous à leur apporter, ou plutôt quelle formation avons-nous à leur donner pour les mettre à niveau par rapport à ces questions de protection de données? Je pense qu'on a besoin de… Je vais répondre rapidement. En fait, honnêtement, c'est l'ensemble de l'entreprise qu'il faut former. L'idée même qu'on doit former uniquement que les informaticiens et les responsables de la sécurité, etc., ont un rôle très important à jouer parce qu'en fait, ils sont dans le côté opérationnel, technique et technologique. Ils doivent comprendre les enjeux de la protection des données à caractère personnel et je pense que c'est important qu'ils soient formés. Les services juridiques doivent être formés. Le responsable légal d'une entreprise, etc., doit être formé parce que c'est quand même lui, à un moment donné, qui a des responsabilités. Je pense que
sur un certain nombre de processus métiers, que ce soit les gens du marketing, que ce soit les gens de la vente, que ce soit les ingénieurs qui fabriquent des produits selon le produit, l'industrie dans laquelle se trouve l'entreprise. Et in fine, j'ai envie de dire le CEO, parce que tout à l'heure on dit c'est qu'il est responsable du traitement, mais la CNDP, elle voit qu'une seule personne, elle voit le président de l'entreprise. Et elle ne rentre pas dans les détails de est-ce qu'il y a tel salarié ou tel salarié. À la fin, c'est le patron de l'entreprise qui est responsable. Et si le patron de l'entreprise n'a pas donné les moyens, et moi j'insiste beaucoup là-dessus, il faut qu'il donne les moyens à ses salariés et à ses équipes de mettre en place une politique de protection de données à caractère personnel, finalement, s'ils ne peuvent pas la mettre en œuvre, in fine, c'est la responsabilité du patron. Voilà, on peut pas, il faut, comme on l'a vu tout à l'heure avec Maître Kautsar et Amin, le travail nécessaire pour mettre en œuvre cette politique est très important. À un moment donné, il faut avoir ses moyens. Et je pense que la formation, elle couvre plusieurs départements, mais c'est vrai que ceux qui sont au cœur, ce sont les informaticiens et probablement les services juridiques. Merci. Justement, une transition vers Maître Kautsar et une question. Dans la loi 08, est-ce qu'il y a des sanctions pécuniaires et sur la partie pénale, est-ce que le responsable de traitement en cas d'infraction, qu'est-ce qu'il encourt comme pénalité? Alors, vous avez les sanctions sont prévues par les articles 51 à 67 par la loi. Donc, par exemple, la collecte, le fait de collecter des données sans respecter les procédures de déclaration ou d'autorisation préalable, la loi prévoit soit des sanctions administratives, c'est-à-dire ça va être le retrait du récépissé qui est accordé initialement par la CNDP ou le retrait de l'autorisation qui a été accordée. Il y a aussi des peines d'emprisonnement qui peuvent aller de 3 mois jusqu'à 1 année. Il y a des amendes qui vont de 20 000 à 200 000 dirhams. Et les infractions, il y a une trentaine d'infractions qui sont listées dans les articles de 51 à 67. Je peux prendre par exemple l'article 54 qui punit d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 20 000 à 200 000 dirhams. Toute collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite. Aussi à l'article 56 qui pose une peine d'emprisonnement de 3 mois à 1 année et une amende de 20 000 à 200 000 dirhams pour toute personne qui procède à un traitement de caractère à données personnelles en violation des dispositions des articles de l'article 4 relatif au fait de traiter des données personnelles sans solliciter le consentement de la partie concernée. Donc, les infractions sont toutes listées dans la loi et voilà, il y a des sanctions administratives, mais il y a l'aspect pénal et je pense que le législateur a voulu assortir le respect des obligations par des sanctions pénales pour donner plus de lois et pour vraiment pousser les gens à respecter les dispositions de la loi et pour montrer aussi l'importance de la protection des données personnelles. D'accord. Peut-être Amine, une question sur la partie formalité. Est-ce que lors des formalités administratives, est-ce que la CNDP se contente de justifications fournies ou bien est-ce qu'elle se déplace sur site pour contrôler? Oui, effectivement. Concernant lors du dépôt des formalités, la CNDP elle demande quelques justifications. Par exemple, lors d'un transfert de données à l'étranger. Par exemple, la CNDP va demander justifie-nous que telles données sont transférées à tel pays. Donc, il va falloir demander aux fournisseurs de vous envoyer un document légal qui va prouver que ces données sont bien stockées dans un tel pays ou d'une ville ou dans une ville. Et aussi, il y a d'autres justifications, notamment les mentions légales qu'il va falloir présenter à la CNDP, sur quoi l'entreprise s'engage à insérer au niveau de tous ses contrats, contrats clients, fournisseurs,
et aussi les clauses de non-divulgation et autres clauses. Et aussi, elle demande aussi la preuve de la mise en œuvre de pas mal de mesures de sécurité. Ça, ça, c'est la première partie de la question. La deuxième question, la CNDP aussi, elle a le droit de contrôler et la CNDP elle a le droit de contrôler et d'auditer les entreprises, que ce soit à distance. Parfois, elle peut visiter le site web d'une entreprise, elle va voir que la politique de cookies n'est pas la politique de cookies n'est pas bien respectée, la proportionnalité des données collectées par rapport à la finalité, parfois, peut détecter d'éventuels abus de collecte des données qui n'ont rien à voir avec la finalité. Elle peut aussi faire un audit sur place. Elle peut faire des audits, des contrôles, et non pas des audits, elle peut faire des contrôles organisationnels, des contrôles juridiques et des contrôles même techniques et peuvent même aller sur des audits techniques et des tests d'intrusion et autres. Donc, et aussi, ce que je souhaiterais souligner, c'est qu'il va falloir aussi développer ou mettre en place une procédure d'échange avec la CNDP en cas de demande de contrôle. Et il faut identifier les personnes qui seront en charge de communiquer avec la CNDP pour lui communiquer quelles sont toutes les informations demandées par la CNDP. Sinon, si jamais la CNDP n'arrive pas à faire tel contrôle, il y aura une sanction relative à l'entrave au travail de la CNDP en cas de contrôle. Et je crois qu'il y a une sanction pécuniaire là-dessus. Voilà. D'accord, merci beaucoup, Amine. Une dernière question, mais qui est plutôt polémique. C'est peut-être pour Maître Kantar, c'est la loi 22-20. Je pense que ça n'a rien à voir avec les données personnelles. Relatif au comportement sur les déclarations sur les réseaux sociaux, c'est ça? Oui, sur les réseaux sociaux, tout ce qui est appel au boycott ou tout ce qui est. Voilà. En fait, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à cet équilibre qu'il y a lieu de faire entre l'impératif de sécurité et de liberté. Parfois, on est obligé de mettre en place des mécanismes, des outils juridiques justement pour assurer une sécurité. Mais il ne faut pas que ces outils juridiques n'aient pas pour référentiel les principes et les valeurs de l'état de droit. Et je ferme la parenthèse. Très bien, ben, c'est clair. Merci beaucoup, maître. Donc, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Merci à tous. Merci à tous. L'enregistrement sera disponible, il sera diffusé avec les gens qui en font la demande. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Et merci, Maître Kantar, merci Nasser, merci Amine d'avoir consacré votre temps. Merci à toi, Omar. Merci Amine. Merci aux participants. Merci.